Bonjour et bienvenue à tous sur ce webinaire du CSTB Formation consacré au Smart Building. On va démarrer dans quelques minutes en laissant les quelques participants restants se connecter. Quelques éléments logistiques pour démarrer en attendant. Le webinaire est enregistré et donc un replay sera disponible pour ceux qui ne peuvent pas assister ou qui en entier ou qui souhaitent partager ensuite ce webinaire. Donc un lien sera envoyé par la suite. De même pour la présentation, pour ceux qui souhaitent après pouvoir la consulter, elle sera aussi envoyée par la suite par mail. Donc vous aurez accès à la présentation. Au niveau de l'organisation, tous les micros des participants sont bloqués, c'est-à-dire que pour tout ce qui va être question-réponse, il y aura un temps consacré à la fin du webinaire. Vous pourrez interagir par l'intermédiaire du chat et on essaiera de répondre du coup avec les différents intervenants au maximum de questions. Donc, je vais laisser la main à José Cuba qui va démarrer justement ce webinaire et présenter le programme. Et on est ensemble du coup pour 45 minutes. Merci à tous. José. Merci Jérémy, merci. Bienvenue à ce webinaire sur le Smart Building avec une approche un peu spécifique par rapport à ce qu'on a vu ces derniers temps. Nous avons souhaité présenter une approche sur l'expression de besoins et sur l'exploitation de l'ouvrage et l'exploitation des services, animée notamment avec les maîtres d'ouvrage qui sont en charge de cette expression de besoin et qui prennent la main pour l'exploitation des services. Donc, on va faire ça en trois étapes. Une première étape d'encadrement de la définition de Smart Building très rapide sur quelques éléments techniques. Une deuxième étape dans laquelle on va aborder le sujet de l'expression de besoin. Une troisième étape dans laquelle on va approfondir l'expérience de l'exploitation d'un Smart Building, notamment après un peu plus d'une année d'exploitation pour le site d'ICV à ici les Moulineaux. Et bien entendu, après ces éléments, on aura un temps d'échange, un temps de questions. N'hésitez pas, comme l'a dit Jérémy, à exposer vos questions, vos remarques, qu'on puisse échanger avec nos maîtres d'ouvrage. Et donc, pour l'intervention aujourd'hui, moi-même, José Antonio Cuba Segura, je suis architecte diplômé d'État et consultant dans le domaine du BIM et du Smart Building. Sophie Salmon, qui est responsable Smart Building de CNP Assurance. Pascal Pernigotto, directeur du programme commun pour électricité de Strasbourg. Lançons-nous dans le vif du sujet. La question centrale, la question principale va être la définition du Smart Building, sans aller sur un axe extrêmement technique. Ce qu'on va proposer, c'est une approche par échelle. Un bâtiment intelligent, vous le savez bien, est d'abord un bâtiment bien conçu, bien implanté, bien orienté par rapport au soleil, au vent dominant, etc. C'est aussi un bâtiment bien construit, et nous savons aujourd'hui l'impact de certains dispositifs constructifs dans la qualité et le confort des habitants, notamment les sujets d'étanchéité à l'air. C'est aussi un bâtiment intelligent, c'est aussi un bâtiment qui dispose d'infrastructures techniques permettant la régulation ou qui dispose d'isolants ou de dispositifs permettant une régulation autonome de la température et de l'humidité. Et après ces éléments préalables, c'est-à-dire qu'après avoir bien conçu, bien construit le bâtiment, après avoir vérifié qu'il intègre les dispositifs techniques nécessaires à la régulation du confort et à l'optimisation de la gestion énergétique, on ira sur la question des services et du smart building. Le smart building vient compléter ce cheminement, ce processus de constitution d'un bâtiment intelligent dont chacune des étapes est indispensable. Et à l'intérieur du smart building, nous avons plusieurs séquences, plusieurs composantes qui permettent de le comprendre, le prendre en main, le décrire. Nous avons ce qui est face aux utilisateurs, qu'ils soient des utilisateurs finaux ou des utilisateurs professionnels, les terminaux.
les terminaux de captation ou d'action, de captation de température ou d'action comme les stores. Nous avons toute une série d'équipements intermédiaires, comme les automates de régulation, les concentrateurs ou encore les switches pour la gestion des données dans le réseau. Et cet ensemble d'équipements intermédiaires va s'interconnecter à travers des réseaux de plusieurs types, des réseaux de données, des réseaux d'énergie, voire des réseaux de données et d'énergie dans le cas du PoE. Et ces réseaux convergés, semi-convergés ou pas du tout convergés, permettant de unifier les données. En quatrième position, comme composante du Smart Building, nous avons les plateformes. Ces plateformes, traditionnellement connues dans l'infrastructure du bâtiment comme des plateformes métiers, silotées, c'est le cas de le superviseur de la GTB, mais de plus en plus avec des périmètres ouverts comme les hyperviseurs qui permettent de mixer un ou deux dispositifs métiers industriels différents comme la sûreté et la GTB. Et finalement, les plateformes de gestion de données, des plateformes de convergence de données, qui sont les Building Operating Systems. Et au bout de la chaîne, ce qui est le plus important, c'est les services. Alors, c'est les bijoux de la couronne, hein, c'est vraiment les éléments les plus importants de l'architecture Smart Building, c'est qu'est-ce que les utilisateurs, qu'est-ce que le commanditaire, la maîtrise d'ouvrage, les occupants, vont avoir comme bénéfice à l'installation de toute cette architecture. Attention, les services donnent le rythme, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va approfondir cette question de comment se formule, comment se détaille chaque service. Voilà, ça c'est notre système préalable, ça c'est ce qu'on va comprendre comme élément d'initiation. Bah, je propose maintenant qu'on passe à l'étape opérationnelle de cet échange et qu'on approfondisse le sujet qui nous intéresse, c'est l'expression de besoin. Pour attaquer le sujet de l'expression de besoin, on va avoir l'aide de Pascal Pernigotto. Je laisserai se présenter d'électricité de Strasbourg, qui est justement dans le cadre, en ce moment, dans le cadre de la définition de l'expression de besoin pour son ouvrage. Pascal, je te passe un petit peu la main. Je te laisse te présenter en te posant déjà une première question qui permet de lancer les échanges. C'est pourquoi un maître d'ouvrage se lance dans le sujet du Smart Building? Quelle est la raison, quelle est la motivation qui mène un maître d'ouvrage à passer à ce système? Oui, bonjour José, bonjour tout le monde. Donc moi, Pascal Pernigotto, donc je suis directeur de programme à Électricité de Strasbourg. Donc pour revenir à la genèse de notre projet, on a décidé, pour renforcer l'unité et la transversalité du groupe ES, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, Électricité de Strasbourg, c'est une société, une ELD qui a plusieurs activités, et pour comparatif, c'est comme Enedis et fournisseur d'énergie principalement, donc d'électricité et de gaz. On a également une activité de service énergétique et de production géothermique. Et donc, on avait l'objectif de renforcer l'unité et la transversalité du groupe ES. Et l'idée a émergé de rassembler tous les salariés du centre-ville de Strasbourg sur notre site historique qui se situe au nord de Strasbourg, qui a été construit dans les années 80, qui n'a pas été rénové depuis. Et on va passer de à peu près 600 salariés sur le site à presque 1300. Donc le site doit être totalement rénové, étendu et avec une refonte complète de toutes les infrastructures énergétiques. Donc dans ce cadre-là, on a souhaité initier une démarche BIM pour réaliser ce projet et faire les choses avec les nouvelles technologies. On est acteur du secteur énergétique. Nous, on a la volonté d'être moteur de la transition énergétique. Donc, on se doit d'être moteur et être précurseur sur nos propres sites. Donc, à émerger, effectivement, également, j'ai moi proposé à ma direction de se lancer dans une démarche volontariste de Smart Building pour avoir un site très performant et également répondre aux besoins du décret tertiaire qui nous demande des performances de réduction de consommation de
60% à l'horizon 2050. Donc l'idée était d'intégrer toutes les composantes, contraintes réglementaires et notre volonté d'avoir un site vitrine pour notre groupe. Voilà. Très bien, Pascal. Petite question dans ce contexte, en comprenant bien comment le besoin a émergé. Quelles ont été tes premières difficultés ou quels ont été les enjeux auxquels, en tant que commanditaire, tu as dû répondre pour encadrer le démarrage de ce projet Smart Building, qui est un projet dans le projet? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui te manquaient, un complément de compétences? Est-ce que le marché est assez mature? Voilà. Quels ont été les enjeux et les difficultés que tu as eues au lancement de cette idée? Alors, les enjeux, ils sont à peu près de 3 niveaux. Donc, le premier, c'est qu'on s'est structuré en programme. On a donc un programme principal qui est le programme de restructuration et d'extension du site, donc en mode conception-réalisation pour les travaux immobiliers, on va dire. Et on a fait le choix de mettre un projet à côté sur la partie purement Smart Building. Et il y a un certain nombre d'autres projets qui se raccrochent également. Et donc, un des enjeux, c'est ces interfaces, c'est bien définir ce qui fait partie de chaque projet. Donc, on a effectivement toutes les composantes GTB, GTC qui sont dans notre projet principal de conception-réalisation. Mais pour les autres parties, pour tout ce qui est sûreté, pour tout ce qui est Smart User Experience, c'est dans le projet périphérique. Et là, effectivement, il y a un fort enjeu de définition des interfaces. Par rapport à ça, donc nous, on est en phase de consultation actuellement. Donc, on ne connaît pas, comme on restructure complètement le site et qu'on va plus que doubler le nombre de salariés sur le site. J'ai pas précisé auparavant, mais c'est un site à la fois tertiaire et industriel. Donc, on a cette double complexité. Donc, on ne dispose pas au jour d'aujourd'hui de la capacité, ne connaissons pas comment sera le site, de définir notre besoin exact en termes de, on va dire, de capteurs, de systèmes. On ne sait pas les dimensionner. Donc, c'est un petit peu compliqué d'évaluer les budgets, de savoir prévoir pour. Le projet est prévu d'être inauguré en 2027. Hein, donc, pour 2027, pour l'arrivée des salariés. Le troisième point, c'est effectivement de finaliser les aspects budgétaires en CAPEX et en OPEX, parce que voilà, ne connaissant pas le site, encore une fois, dimensionner les OPEX. On a la volonté d'entamer une démarche suite à la construction du site en mode BIM, de passer en mode BIM exploitation. Là, c'est pareil. Voilà, on a très peu d'éléments pour pouvoir anticiper au jour d'aujourd'hui ces choses-là. Donc, on a pour ces 3 enjeux et on essaye de construire ces éléments-là en fonction de l'avancée du programme. Alors c'est vrai par rapport à ce que tu dis, hein, c'est quelque chose qui revient fréquemment dans l'encadrement de la commande, hein, que ce soit directement chez le commanditaire ou que ce soit de la part de ses assistants, cette difficulté à donner des périmètres, puisque juridiquement la discipline est très jeune et on n'a pas de jurisprudence ni encadrement spécifique pour le smart building. On doit faire notre cartographie des responsabilités à chaque fois et effectivement la cartographie de responsabilité aura comme conséquence une redistribution budgétaire, hein. Pas que la définition budgétaire, l'argent en plus nécessaire pour la captation supplémentaire s'il y en a, mais surtout qui paye la captation existante, dans quel périmètre, dans quel type de configuration. Ça, c'est super. Alors, juste en allant dans ce sens et pour rentrer un petit peu dans ton expérience concrète d'expression de besoin, aujourd'hui, tu as défini un certain nombre enfin, on est en cours de définition, mais tu as défini un certain nombre d'usages qui vont être envisagés dans les étapes suivantes. Pour toi, quels sont les usages, alors, on va dire professionnels, si on sépare les usages en 2 grandes catégories, il y a les usages de tes exploitants, de tes mainteneurs, et après, on verra la question des utilisateurs. Quels sont les usages professionnels que tu as envisagés à travers cette architecture Smart Building? Oui, donc concernant la partie que nous en interne on a appelée sûreté active,
Donc, on a 3 composantes. Effectivement, on a le fait du contrôle d'accès. Donc, comment gérer les accès? Nos systèmes actuels sont un petit peu obsolètes. Donc, il faut redéfinir un contrôle d'accès qui respecte les critères de cybersécurité actuels qui se renforcent en permanence. Donc, ça, c'est un fort enjeu de respecter les nouvelles contraintes en termes de cybersécurité qui évoluent très rapidement. Donc, j'imagine de toute façon qu'entre ce qu'on peut entrevoir au jour d'aujourd'hui et 2027, ça va encore fortement évoluer. Donc, il va falloir être flexible et ça va pouvoir s'adapter d'ici à 2027 sur ces aspects-là. Et il y a effectivement également gérer la vidéosurveillance, l'anti-intrusion et la sécurité incendie. Et le deuxième aspect industriel, ça va être effectivement l'exploitation maintenance du bâtiment, donc avec les systèmes de GTB, GTC, la gestion de l'énergie et comment on va gérer la maintenance, notamment comment on va pouvoir utiliser le BIM pour mieux gérer le bâtiment, permettre de mieux maîtriser nos consommations et de les réduire au final sur le moyen terme. Pour rebondir sur ce que tu dis, hein, il y a 2 éléments qui reviennent par rapport à tes remarques. Le premier, pour moi, c'est la flexibilité. Cette difficulté qu'on a à définir quelque chose très précis pour acheter. Hein, pour l'encadrement de la maîtrise d'ouvrage, il faut qu'on fasse l'expression de besoin contractuel, donc on achète des choses très précises. Et pourtant, alors Sophie nous en parlera sur l'exploitation, c'est des choses qu'on achète avec 4 années d'avance, dont on ne connaît pas le niveau d'exploitabilité qu'on aura au moment venu, et encore moins l'évolutivité dans le temps. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important, comment on achète des choses flexibles, tout en étant très précis. Et le deuxième point que je retiens par rapport à ce que tu dis, c'est la présence en fond de plan, j'allais dire, du sujet du BIM. C'est-à-dire que le BIM permet d'alimenter une forme des stratégies de déploiement du smart building, la facilite, c'est de l'huile dans l'engrenage, ça permet de faire plus facilement, alors c'est certainement pas indispensable, mais ça permet de rendre l'ensemble du projet cohérent avec un certain niveau de technicité, de digitalisation, je dirais, sur le sujet. Alors, une fois qu'on a parlé des utilisateurs professionnels, avec toute la difficulté que cela implique effectivement de définir des usages valorisables pour les utilisateurs professionnels, là, j'ai souvenir de mes confrères qui travaillent aux États-Unis qui me disaient, José, le smart building, on ne peut pas le vendre au sous-sol, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le vendre aux équipes qui traitent les entrailles du bâtiment parce que le smart building a un coût et ce coût doit être justifié auprès des décideurs. Et donc justement, une des façons de asseoir la légitimité du smart building, c'est à travers les usages utilisateurs finaux. Quels sont pour toi, parmi ton architecture d'usage d'utilisateurs finaux, les usages les plus importants pour tes équipes? Qu'est-ce que tu as envisagé? Alors moi, je me suis permis de mettre un peu de l'architecture qu'on avait envisagé, mais quels sont les éléments les plus importants, les plus cruciaux pour les années qui viennent? Oui, donc dans ma démarche, si je peux résumer un peu l'état d'esprit, l'idée c'est que le bâtiment devienne vecteur de service aux salariés via justement le BIM et le smart building. Et comme je l'ai mentionné au début, notre projet, qui est un projet d'entreprise global, hein, qui n'est pas simplement un projet immobilier, parce qu'on va redéfinir les modes de travail et les manières de travailler et de collaborer ensemble. L'idée, c'est d'avoir un site qui permette de favoriser la créativité et la performance au quotidien. Donc, on souhaite effectivement que l'expérience utilisateur, que ce soit les salariés ou les visiteurs, soit la plus importante possible, la meilleure possible. Et donc, on a pensé à beaucoup de choses. Donc là, on est encore dans la phase de réflexion et on va voir dans quelques mois où on va aboutir. Mais on souhaite effectivement avoir un éditeur amélioré, de pouvoir gérer la gestion de l'arrivée des visiteurs, avoir éventuellement des cartes qui permettent aux visiteurs et aux salariés de trouver les collaborateurs, de trouver les salles de réunion, donc d'avoir un peu une manière de cartographier, et surtout que le site va passer à plus de 1300 personnes et va être beaucoup plus grand. Donc, il va falloir un peu, pour éviter que les gens se perdent,
avoir un système qui permet d'accompagner les salariés sur le nouveau site. Il y a également la gestion des espaces, donc évidemment penser à une gestion dynamique de réservation des salles de réunion, de pouvoir trouver les salles, éventuellement trouver un système qui ne soit pas intrusif, mais qui permette de localiser les collègues, donc de savoir si le collègue il est physiquement sur site, s'il est en télétravail, s'il est absent, et si voilà, pour un nouveau salarié, comment est-ce qu'on fait pour que le salarié puisse de la façon la plus simple possible, qui ne mettent pas 6 mois à savoir où se trouvent les collègues. Voilà, donc il y a toutes ces réflexions-là qui se font actuellement. On souhaite effectivement un confort maximal pour lier. Donc nous, on a mis des enjeux techniques très importants sur la partie acoustique, sur la partie qualité de l'air. Le site actuellement, au niveau gestion de la température, les paillettes, gestion de la température, pour la qualité du salarié et puis pour effectivement dépenser d'énergie. On a tous qui sont en réflexion et on souhaite également avoir donc la gestion de nos équipements et de nos ressources, donc avoir un système de gestion dynamique, dimensionner nos places de parking au mieux pour ne pas créer du parking pour rien. On a aussi donc une initiative interne d'avoir en 2030 100% de notre flotte interne pour nos activités professionnelles purement électriques, et également donc gérer l'émergence des véhicules électriques pour les salariés. Donc on a une gestion à ce niveau-là au niveau des bornes de recharge. On a une réflexion sur le sujet, sur ces éléments-là. Et on réfléchit également à rajouter d'autres services. Pourquoi pas intégrer des services de conciergerie, avoir un maximum d'interactions et de systèmes qui viendraient se greffer sur cette partie smart building pour proposer un système le plus flexible et le plus simple pour les salariés, avec notamment une application smartphone, et puis voir comment ils peuvent avoir accès à tous les services de la façon la plus simple possible. Parfait. Voilà, c'est très ambitieux, donc on verra où on atterrit, mais c'est très ambitieux. Pardon, allez-y, vas-y, je vous en prie. Non, j'ai fini, je voulais juste rajouter ça. Non, mais on sent bien cette transformation qui était pressentie, qui était annoncée au sein de la discipline du smart building, la transformation du bâtiment comme un service aux utilisateurs, c'est-à-dire que toute l'infrastructure est là pour recevoir, pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Et on sait tous aujourd'hui qu'on est dans un contexte qui reste tendu au sujet de la disponibilité de la main-d'œuvre compétente. L'ouvrage, le bâtiment, le lieu de travail reste un des éléments qui peuvent être décisifs pour capter les talents dans un marché de travail qui reste très compétitif, hein, et les conséquences sur la productivité et sur l'efficacité des entreprises restent très importantes. Alors, l'efficacité sur les entreprises, l'efficacité sur le service public est identique. C'est-à-dire que, effectivement, on peut tout à fait se dire que les acteurs des services publics, acteurs européens, acteurs étatiques, acteurs des collectivités, ont besoin de capter des talents, pareil comme le secteur privé, et de les maintenir pour rendre un meilleur service à la collectivité. Et dans cet ensemble d'équations, le bâtiment et la façon dont le bâtiment les accueille est un enjeu important. Merci beaucoup, Pascal. Alors, je vous propose de basculer notre périmètre, de le changer. Alors maintenant qu'on a parlé de l'expression de besoin, je pense qu'on a compris comment a émergé ce besoin chez des équipes de Pascal et comment on a configuré la flexibilité, la délimitation contractuelle. Enfin, c'est pas chose faite, on est en cours. Passons à l'autre extrême. Passons de l'autre côté, du côté où on exploite depuis une année et quelques mois un bâtiment câblé, capté, ultra capté, avec beaucoup de services, et comprendre quels ont été les enjeux de cette exploitation. Donc pour ça, Sophie Salmois fait la gentillesse d'être avec nous. Je sais que Sophie est très sollicitée aussi pour les interventions, puisque il y a des niveaux d'expérience smart building avec une si grande diversité de services, il n'y en a pas 400, voilà, il faut le dire. Donc je te laisse te présenter, Sophie, et puis réagir un peu à ce qu'a dit Pascal avant d'attaquer les étapes suivantes.
Bonjour à tous. Donc moi, je suis Sophie Salmon, je suis responsable Smart Building chez CNP Assurance. Je suis arrivée il y a un an. Donc moi, je suis vraiment effectivement de l'autre côté par rapport à Pascal, parce que finalement, j'ai pas du tout participé à l'expression de besoin. J'ai quasiment pas participé au projet. Je suis arrivée, tout était fait. Donc bon, c'est pas complètement facile pour autant. Peut-être juste 2 mots sur CNP Assurance. Donc c'est une société qui agit dans le secteur de l'assurance. On est numéro 2 donc de l'assurance vie en France, filiale à 100% de LBP. Et donc depuis peu d'ailleurs, on a intégré les activités d'IARD de la Banque Postale. 2 mots aussi sur le site. Donc c'est un site sur lequel, donc c'est un site qui fait 25 000 m², qui est ici les Moulineaux, comme tu l'as précisé tout à l'heure, José. Il y a donc évidemment, c'est un site qui est complètement flex, donc aucune position de travail attribuée. Il y a environ 1630 positions de travail, 150 salles de réunion, et puis bien sûr toute la diversité des espaces collaboratifs qu'on peut trouver maintenant dans ce nouveau type de bâtiment. Donc les collaborateurs sont arrivés en décembre 2022, donc un changement vraiment total, puisque auparavant en plus ils étaient répartis sur 2 sites, un dans Paris et un en région parisienne. Donc l'objectif c'était bien ça, c'était de regrouper tous les collaborateurs de CNP sur un seul site et dans un environnement de travail complètement transformé, puisqu'ils étaient auparavant dans des bureaux fermés avec des positions attribuées, donc transformation complète de l'environnement de travail. Alors Pascal, bon, je réagis tout de suite là, par rapport à votre expression de besoin qui est très ambitieuse. Alors j'ai compris que vous aviez un peu de temps, puisque si j'ai bien noté, c'est installation en 2027, c'est ça? Voilà, mais bon, les travaux sont censés démarrer début 2025. Voilà. Donc, bon, en tout cas, j'ai il me reste trouvé. quelques mois pour... On va voir ensemble, on a beaucoup de points communs, mais vous avez des ambitions, je pense, qui sont encore plus grandes que celles de CNP Assurance à l'époque. Peut-être, mais bon, la réalité vous rattrapera. Peut-être qu'il faudra à un moment accepter de lotir, parce que tout faire maintenant, bon, il va falloir vous accrocher, je pense. Mais enfin, c'est bien d'avoir une feuille de route ambitieuse. Peut-être plus sérieusement, et par rapport à la question que tu me posais, José, bon, les enjeux, ils sont ceux, enfin, j'ai écouté Pascal, forcément, on a des enjeux communs. Je vais commencer peut-être par celui qui est le plus facile et peut-être pour nous le plus abouti aujourd'hui chez CNP Assurance, c'est la partie, comme vous l'avez dit, usage, service aux collaborateurs. Je dis c'est la plus simple, mais en fait, le défi, il est permanent, parce qu'on est sur des technos évolutives, on est sur des besoins qui sont évolutifs. Donc, on peut répondre à un instant T, puis finalement se dire dans 6 mois, il va falloir rebattre les cartes, parce que les besoins, ils auront évolué. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, après 14 mois de vie sur notre site, je dirais que la satisfaction des collaborateurs, elle est vraiment très bonne. Alors, aussi bien au niveau des aménagements qui ont été proposés que des services qui sont proposés. On a, vous l'avez évoqué Pascal, mais donc on a une application aux occupants avec un certain nombre de services. Je regardais, je ne sais pas si tu veux, José, montrer la slide suivante, mais on est peu ou prou en ligne avec ce que vous prévoyez de faire, donc les salles de réunion, l'accueil visiteur, la gestion des casiers, enfin je rentre pas dans le détail, mais tout ça est opérationnel aujourd'hui et répond aux attentes. Donc ça, je dirais, on a coché la case. On répond aux attentes, on y répond bien, mais encore une fois, le défi, c'est dans le temps de remplir toujours nos obligations en matière de satisfaction des collaborateurs. Après, il y a un fort enjeu technologique, technologique exploitation, pour la partie. Donc moi, je suis d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais je suis à la direction de l'environnement du travail. Donc il y a un fort enjeu technologique d'améliorer l'exploitation de notre bâtiment. On n'est pas au bout de notre objectif. Ça prend énormément de temps. Je pense qu'il a fallu à peu près 9 mois pour stabiliser notre dispositif. Donc aujourd'hui, on a notre pierre angulaire, c'est le Building Operating System.
il y a un tas de systèmes qui viennent se plugger. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais on a bien sûr la GTB, on a bien sûr nos parkings, on a bien sûr tous nos capteurs d'occupation. Donc, il y a un certain nombre de solutions qui sont connectées avec ce boss. Le défi, c'est de faire fonctionner tout ça. Ça prend du temps, il ne faut pas se le cacher. Il faut donc bien sûr en amont, et Pascal, ça fera partie de votre expression de besoin, le maître mot, c'est l'interopérabilité. Il faut bien sûr s'assurer que toutes ces solutions sont interopérables. C'était bien sûr dans le cahier des charges de CNP Assurance. Mais une fois qu'on a dit ça, même si c'est interopérable, ça prend du temps pour que ça fonctionne vraiment avec la GMAO, avec l'application occupant, avec la connexion aux ascenseurs. Donc voilà, il y a le boss, il y a les maquettes BIM, il y a toutes les connexions avec les couches basses. Et ça, il faut bien compter 9 mois pour que tout ça soit vraiment opérationnel et complètement exploitable. Donc, peu ou prou, on y arrive, mais ça prend du temps, ça mobilise des ressources. Donc, c'est mon rôle, bien évidemment, au sein de CNP Assurance, de coordonner toutes ces populations, aussi bien en interne, parce que ça, c'est aussi nouveau. Je pense qu'il faut se le dire, la coordination des équipes DET, enfin, l'IMO avec l'IT, c'est quelque chose qui est quand même assez nouveau. Et donc, ça, il faut le coordonner, il faut faire vivre dans le temps. Et puis, bien sûr, la coordination avec les fournisseurs. Donc, on avance. Pour moi, on n'est pas encore, on n'a pas encore optimisé notre exploitation, mais on va y arriver. Enfin, je n'ai pas de doute là-dessus. Il faut juste donner le temps. Ça peut être un peu frustrant parce que, voilà, moi, j'aimerais bien que ça aille plus vite, mais il faut prendre ce temps-là pour fiabiliser. C'est indispensable pour moi. Donc, ouais. Et puis, formaliser des processus parce qu'on est quand même sur des nouveaux systèmes. Et si on veut que ça fonctionne dans le temps, il faut qu'on ait des processus qui soient clairs pour tout le monde. Donc, moi, je dirais que c'est à peu près le bilan que je fais là après 1 an d'exploitation. Et puis, je rejoins ce que disait Pascal tout à l'heure, il y a un fort enjeu aussi environnemental. Donc, nous, on est certifié HQE, donc construction et demain exploitation. Donc, tout le dispositif Smart Building qu'on a mis en place doit bien entendu nous aider à tenir nos engagements en matière de certification et plus globalement de RSE et de décret tertiaire. Donc ça, c'est pareil, ça prend du temps. J'y reviendrai, je pense, tout à l'heure, mais l'exploitation de la data et la compréhension de l'analyse de cette data, c'est quelque chose qui nécessite de se poser et de savoir précisément ce qu'on veut en faire. Donc voilà, moi je dirais, on a coché la case pour la partie usage, service aux occupants, on l'a presque coché pour la partie technologique. Pour la partie environnementale, il y a encore des choses à faire. Et puis, il y a un dernier enjeu, Pascal, vous l'avez évoqué, mais c'est économique. À la fin des fins, ce qu'on veut faire, c'est réduire nos coûts. C'est pareil, on commence à avoir les fruits de notre travail, mais il va falloir, je pense, quand même un peu plus de temps pour que ce soit plus significatif, je dirais. Si on revient en arrière, Sophie, si on aurait la possibilité de donner des recommandations à Angélique Bizette, qui était AMO général pour CNP, ou à Gian Nguyen, qui était ton prédécesseur, avec qui nous avions travaillé. De mémoire, les premières réunions Smart Building CNP datent de 2018. Donc, tu vois, le cheminement 2018, fin 2022, était déjà à creuser, et ce qui est une échelle similaire à celle que Pascal va vivre, puisqu'on est aujourd'hui dans les discussions 2023 pour 2027. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 points qu'on pourrait améliorer, qui te faciliterait la vie qui aurait pu te faciliter la vie pour l'exploitation de manière assez significative dans ce qu'on a travaillé à l'époque?
Oui, mais quand tu m'as posé la question en amont, j'ai trouvé ça intéressant parce que je me suis dit, c'est important justement au moment de se poser, de se dire peut-être comment on aurait pu faire différemment. Moi, il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit, je dirais assez spontanément. La première, c'est la data. Je pense que, enfin, rien n'est, comment dire, n'est irréversible. Donc, on va y travailler aujourd'hui, mais peut-être que si plus en amont, on avait défini nos KPI, nos attentes en matière de data, qu'est-ce qu'on veut collecter, pour en faire quoi, ça nous aurait grandement facilité le chemin. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous prend pas mal de temps, qui est cœur, hein, donc moi, j'ai pas de sujet, il faut qu'on y travaille, c'est super important parce que c'est bien l'exploitation de la data qui va nous permettre demain d'optimiser justement l'exploitation du bâtiment. Voilà, je pense qu'on aurait dû écrire notre feuille de route un peu plus tôt pour savoir exactement quel volume et quelle typologie de data on avait besoin. On aurait dû exprimer notre besoin beaucoup plus clairement plus tôt pour exploiter plus sereinement aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'on n'y a pas suffisamment consacré de temps. Donc encore une fois, ça n'est pas irréversible, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais clairement, on aurait pu gagner plus de temps là-dessus. Ça, c'est mon premier enseignement. Et le deuxième, je pense que là où CNP a vraiment eu une bonne vision, et bon, évidemment, je le dis parce que j'ai été embauchée pour ça, je pense que c'est indispensable d'avoir une personne enfin, donc moi je suis responsable Smart Building, je pense que c'est indispensable d'avoir cette fonction-là au sein d'une entreprise pour que ça vive dans le temps. Donc le projet c'est super et il a été conduit de manière, je veux dire professionnelle, mais ça ne s'arrête pas au projet. Ce que je veux dire c'est que tout commence au moment où on a le système qui est en place et s'il n'y a pas quelqu'un pour le faire vivre dans le temps, pour moi enfin c'est forcément un échec parce que on est sur des technos évolutives. On est sur des bâtiments qui évoluent, même si on se dit qu'on est en flex et que finalement le bâtiment il va pas bouger, mais c'est pas vrai. Donc, si on veut il faut que le smart building reflète la vie de notre bâtiment. Il faut qu'on sorte de nouveaux usages en fonction des nouveaux besoins. Donc, il faut qu'on pense. On voit déjà l'IA aujourd'hui, elle va bousculer un peu le smart building. Donc tout ça, il faut qu'on y travaille. Donc, il faut quelqu'un qui s'occupe de ça de façon pérenne. Donc, bon, moi, je dirais c'est mon cas chez CNP, tout va bien. Mais peut-être, il y a besoin de sensibiliser globalement d'autres personnes clés dans le dispositif. Donc, moi, je pense à mes collègues à la DET, je pense à des collègues à l'IT, parce que je ne peux pas travailler toute seule, c'est un poste qui est hyper transversal. Peut-être que ça aurait été utile de plus sensibiliser des parties prenantes à l'écosystème Smart Building. Donc, je pense que là, il y a une formation. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas être spécialiste du BIM, enfin expert du BIM ou expert du Smart Building, mais en tout cas, donner des clés un peu plus largement au sein de la DET, au sein des équipes IT, pour que tout le monde comprenne l'importance du Smart Building. Donc ça, peut-être que ça n'a pas été suffisamment fait en amont. Et juste pour aller dans cette remarque, Sophie, aujourd'hui, à l'échelle de ton bien, de ton patrimoine, hein, et dans le contexte dans lequel tu es, c'est un ETP. Enfin, factuellement, là, ton ETP est rempli d'évolutions, de modifications, de choses. Enfin, le système nécessite une action constante tout au long de l'année. Écoute, oui, de toute façon, je vais pas citer la branche sur laquelle je suis assise, mais non, mais objectivement, oui, moi, je fais ça à temps plein et je suis bien occupée et même, j'ai envie de te dire, je pense que je vais pas suffisamment vite par rapport à ce que j'aimerais faire, mais oui, je pense qu'il faut un ETP. Alors, l'avenir nous dira si dans les années qui viennent, c'est toujours vrai, mais aujourd'hui, oui, clairement, après un an d'exploitation, c'est le cas. Et en plus, tu vois, aujourd'hui, on n'a pas, chez CNP Assurance, on n'a pas d'expertise BIM en tant que telle, ça nous manque. Donc, c'est des choses sur lesquelles, probablement, si on veut être plus autonome, il faut qu'on travaille. Et puis, encore une fois, on est sur des technos vraiment faites pour être évolutives. Donc, pour moi, demain, il faut penser des nouveaux services, il faut penser des nouveaux cas d'usage. Donc moi, je considère que je suis là pour ça, quoi. Et peut-être ce qui est important aussi, et je le dis notamment pour Pascal,
y a eu un sponsorship très fort hein, au moment du projet, indéniablement, et c'est une force, je dirais c'est même quasiment indispensable. C'est important aussi qu'il vive dans le temps, parce qu'il faut justement peut-être aussi se fixer les objectifs de demain. Je pensais à la RH, enfin, on est forcément très en transversalité avec la RH, et ces équipes-là, il faut qu'on arrive à les embarquer dans le temps et avoir un sponsorship fort de la direction générale et de directions qui sont clés, la transformation, la RH, pour qu'on fasse avancer hein, nos technologies dans le temps. Très bien, très bien. Moi, je trouve très, très intéressante cette idée de maintenabilité, d'évolutivité. Comme le disait Pascal, on doit être précis dans la commande, mais après, il faut être souple dans la vie de l'ouvrage. Je remarque aussi dans le regroupement des services de ton architecture qui est à l'écran, que la distribution de services telle qu'elle est présentée ici, parce qu'on a repris une architecture qui était dans tes documents, elle est un peu différente de l'architecture qu'on a présentée dans le slide précédent avec Pascal, puisqu'elle mixe davantage ces périmètres utilisateurs professionnels de gestion et utilisateurs finants, ce qui permet peut-être une plus grande intégration des services. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut qu'on envisage, dans le temps. Alors, le temps passe vite. Et puis d'ailleurs, je fais un aparté, mais donc nous, on n'a pas mis la sûreté. Hein. Le choix a été fait dès le départ. Enfin, d'ailleurs, dès le départ, il y a eu ce choix. Il y a plutôt, je vais le dire comme ça, d'ailleurs, un veto de la sécurité pour dire on ne rentre pas dans le scope du smart building. Je m'en souviens bien. Ça nous faisait des belles réunions à l'époque. Juste pour clôturer, pour laisser la main à Jérémy, je pense que les participants peuvent constater ce besoin au sein de la maître d'ouvrage d'encadrer la démarche Smart Building. Ici, il ne s'agit pas juste de dire je fais un Smart Building, il faut rentrer un peu dans le détail. Il ne faut pas être éditeur, il ne faut pas être intégrateur, il ne faut pas être concepteur des réseaux. Loin de là, enfin, il y a chacun à sa place, mais le maître d'ouvrage lui-même et ses assistants ont besoin de connaître des périmètres technologiques, de connaître des interfaçages, comme on l'a précisé Sophie, l'interopérabilité, de connaître les dispositifs ou les prescriptions qui rendront un ensemble flexible, évolutif. Et puis, ils ont besoin de connaître les conséquences en matière d'exploitation. Effectivement, si on a une belle machine qui tourne très bien, mais il n'y a personne pour la piloter, on va encore se retrouver avec des GTB cachés dans les armoires comme il y a 10 années. Donc, voilà, c'est le commanditaire, l'occupant, le maître d'ouvrage a besoin de quelques éléments de compétences pour réussir son projet Smart Building dans les années qui viennent. Je te laisse la main, Jérémy. Merci José, merci Pascal, merci Sophie. Donc, comme on l'a vu, la transition numérique en cours dans le bâtiment nécessite justement des nouvelles compétences, que ce soit en termes de gestion de projet, que ce soit en termes de sensibilisation des équipes, que ce soit justement soit sur la partie BIM, soit sur la partie smart, une évolution des pratiques. Et donc, le CSTB Formation a justement identifié ces différents points et a conçu une offre de formation dédiée à la transition numérique, que ce soit sur l'axe Smart ou sur l'axe BIM, avec justement en fonction de la typologie d'acteurs, des formations dédiées. On a vu que en fonction, si on est sur la maîtrise d'ouvrage, au niveau des équipes qui vont être intégrées au projet ou les équipes plus larges, on va avoir besoin d'un niveau d'information différent. Et donc pour ça, on a une offre qui a été mise en place avec une formation, par exemple, pour devenir AMO Smart Building, qui est une formation de 9 jours, qui va permettre justement de comprendre comment est-ce qu'on conduit un projet Smart Building, quelles sont les étapes indispensables, comment est-ce qu'on définit les objectifs, quels peuvent être les impacts justement sur la partie sécurité, les impacts sur les contrats. Donc on voit qu'on a tout un tas de nouvelles compétences et de connaissances à acquérir pour pouvoir justement accompagner les projets. De manière aussi plus large, on voit que la maîtrise d'ouvrage a aussi ce besoin-là d'identifier quels sont les impacts, quels sont les avantages du Smart Building. Et à travers nous, une formation sur une journée, on a décidé justement de pouvoir présenter ces différents aspects avec une formation introduction au Smart Building pour la maîtrise d'ouvrage qui permet cette sensibilisation justement et de pouvoir démarrer les projets dans de bonnes conditions.
Pour pouvoir déployer aussi au mieux ces projets, on s'appuie aussi sur un label, le label R2S, Ready to Services, qui a été développé par SVA et par Certivea, et qui permet d'accompagner en fait les porteurs de projets dans leur process de certification. Donc ça va permettre de comprendre voilà, quels sont les critères qui vont être pris en charge, quels sont les process, pour pouvoir intervenir justement en accompagnement des certifications R2S ou pour la partie for grids sur les labels justement for grids. On a vu aussi qu'il y avait un point sur la partie solutions techniques qui était intéressant, comment est-ce qu'on est passé justement de la GTB, qui était la gestion technique des bâtiments, au smart building. Donc on va aussi avoir tous ces aspects-là qui vont être intéressants à traiter sur justement quelles sont les solutions mises en place avec les retours d'expérience justement de professionnels en activité sur le marché. Donc voilà un petit peu ce que peut vous proposer le CSTB formation pour ceux qui souhaitent aller plus loin justement dans leur acquisition de compétences sur le secteur. On a des formations qui sont en inter-entreprise. On a aussi des demandes des clients qui souhaitent pouvoir déployer des projets parce qu'ils ont des objectifs spécifiques, qu'ils ont un nombre de salariés à former conséquent, de pouvoir proposer des formations directement chez le client en adaptant la formation justement à ses enjeux et à ses objectifs. Donc voilà, vous pouvez retrouver justement tous les programmes sur notre site internet CSTB Formation et vous pouvez aussi procéder directement aux inscriptions aux dates de session sur le site. N'hésitez pas à nous contacter ou à contacter Mire Kilanchet pour la partie sur mesure si vous avez des questions, des interrogations sur nos programmes, sur nos sessions, sur nos dates. Vous retrouverez tout sur notre site. Est-ce que José, tu as un petit complément sur la formation Devenir Smart Building justement, toi, quel est l'objectif que tu vois de cette formation, sachant que tu es l'intervenant principal justement sur cette formation? Alors si, l'idée, alors c'est vrai qu'on a dénommé ça AMO Smart Building pour les prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Attention, il s'agit ici d'une montée en compétence du commanditaire. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément uniquement des prestataires qui veulent devenir AMO Smart Building, qui ont une expertise par ailleurs dans le milieu et qui veulent avoir une casquette supplémentaire ou se spécialiser dans ce domaine, mais cette formation est une formation pour la commande et donc pour la maîtrise d'ouvrage. Le maître d'ouvrage lui-même peut acquérir, qu'il ait un assistant après ou pas, ça c'est encore autre chose, peut acquérir les compétences en matière de gestion du projet Smart Building pour pouvoir justement choisir, définir son expression de besoin et préparer son exploitation sereinement. On va pouvoir passer à la partie questions-réponses. Juste avant, je voulais préciser que notre cursus de Devenir AMO Smart est une formation avec un certificat CSTB à la fin. Donc, on va avoir une évaluation des compétences qui va être réalisée à la fin, ce qui est important justement pour pouvoir valoriser après son expertise en interne ou en externe. Au niveau des questions, vous pouvez les poser directement dans le bloc questions. Donc, on est à votre écoute et on passera la main à l'intervenant qui souhaitera répondre en fonction de la typologie de questions. Donc, n'hésitez pas. En attendant juste les premières questions qui arrivent, moi j'avais une question pour Sophie. Est-ce que tu as planifié des évolutions concrètes sur tes services pour les mois, années qui viennent? Alors là, on vient d'en déployer une qui est l'accueil visiteur. Donc c'est tout récent, on l'a déployé en janvier, donc j'ai vu que c'était déjà dans le scope là pour l'électricité de Strasbourg. On est en train de travailler sur, parce qu'on a des casiers connectés en fait sur le site de CNP Assurance et on est en train de travailler sur des cas de click and collect. Donc, alors bien sûr, on a des casiers individuels, mais on voudrait aussi être en mode, pardon pour la publicité, mais un peu en mode Amazon. Donc, je mets à disposition du matériel dans un casier, ça permet aux collaborateurs de venir le chercher. Donc, ça, on est en train d'y travailler. À plus long terme, voilà, je dirais on est à horizon 6 mois pour l'instant. C'est difficile de se projeter au-delà de ça parce que, encore une fois, les besoins des collaborateurs, ils évoluent rapidement aussi. Donc, l'idée, c'est plutôt d'être à l'affût, de faire des sondages et de voir ce qui pourrait être l'usage de demain. Donc, on est plutôt dans cette dynamique-là. Donc, on prévoit des évolutions à plus ou moins 6 mois. Et ensuite, on va chercher le besoin chez l'utilisateur. Mais j'ai quand même vu, j'ai noté des choses et je me permettrai de contacter Pascal après parce que j'ai vu des choses sur la gestion des véhicules, etc. Ça peut nous intéresser. Donc, je me permettrai de venir aux nouvelles là-dessus. Mais bon, je dirais, ouais, à horizon 6 mois, on a des choses dans le pipe, mais bien plus loin que ça. Et justement, là, je rebondis une question pour Pascal. Est-ce que cette approche Smart Building
est focalisé pour le moment ou définitivement que sur la question du siège, ou est-ce que il pourrait être généralisé sur un périmètre plus large des sites ES, des sites techniques ou des autres types de sites? Pour un certain nombre de ces composantes, oui, on a déjà en réflexion le fait que voilà, on va déployer sur tous les sites du groupe ES la technologie qu'on choisira pour le site historique, là, le site cible à Mandelsheim. Donc, on a cette vision macro pour un certain nombre de systèmes. Après, voilà, on va déjà s'occuper de ce site-là, voir où on aboutit en 2027. Et on verra en deuxième niveau, si je peux dire, comment on l'implémente. Par contre, la démarche BIM également, il est prévu de la déployer sur tous les sites également. Voilà, donc il y a quand même déjà des idées et des ambitions à l'échelle du groupe ES. Parfait, parfait. Bon, si je ne sais pas si je vois pas d'autres questions. Une question justement sur la différence entre la GTB et le Smart Building. Alors, la GTB est une composante, comme on l'a vu, est un silo métier, est un silo industriel qui fait partie de l'architecture Smart Building au plus large planète. Les exemples les plus simples, c'est que la GTB ne gère pas, par exemple, l'accueil des utilisateurs. L'architecture Smart Building peut accueillir les utilisateurs. La GTB s'occupe essentiellement de et son rôle qui est primordial, hein, c'est la gestion du confort et la régulation du confort des utilisateurs pour optimiser la consommation énergétique. À ce titre, rappelons-nous que les derniers décrets, notamment le décret BAX, imposent l'utilisation de GTB de catégorie B, voire de catégorie A dans certains périmètres. Ça veut dire qu'on augmente le niveau de GTB et de ce que je discute avec les fournisseurs, on le met au seuil. On le met au seuil du Smart Building. Les architectures GTB actuelles, on en parlait avec Laurent, qui est formateur de la formation passée de la GTB Smart Building, dit certaines architectures GTB sont au seuil d'être directement des architectures Smart Building, puisque les différents composants ont évolué tellement, les automates, les terminaux, les gestionnaires, les superviseurs, qu'on pourrait presque être à l'aube d'une transformation plus systémique. Autre petite question que l'on a au niveau, une fois que l'objet numérique est mis en place, au niveau de sa maintenance et de sa mise à jour, quelles sont les ressources associées justement à cette maintenance? Pour être sûr de bien comprendre la question, on parle quoi, de la maintenance des maquettes BIM, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Donc il faut définir des processus, hein, clairement, pour se dire comment on met à jour nos maquettes BIM, sous quelle fréquence, qu'est-ce que ça implique, parce que, enfin voilà, ça a des impacts à plusieurs niveaux. Pour être assez clair sur ce sujet-là, aujourd'hui, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on n'a pas vraiment d'expertise, on n'a pas encore, je vais dire comme ça, d'expertise BIM au sein de CNP Assurance. Donc aujourd'hui, on fait appel à des prestataires. Nous, on a décidé aujourd'hui de fonctionner à fréquence trimestrielle, c'est-à-dire que tous les trimestres, on recense ce qui a besoin de faire l'objet d'une mise à jour dans nos maquettes BIM. Et puis après, on travaille avec notre intégrateur pour que ce soit fait. Donc bon, voilà, c'est un process qu'on a mis en place, et peut-être il évoluera dans le temps. Et je pense que ce sera un moment précieux qu'on ait une expertise BIM en interne. On sera plus autonome, plus efficace. Donc c'est des choses qu'on regarde aujourd'hui. Merci. Dernière petite question qu'on va prendre, est-ce qu'il y a une surface minimum pour commencer à implémenter le Smart Building? Ou est-ce que tous les projets sont éligibles justement à ce type de technologie? La question est un peu difficile, effectivement, parce que on pourrait la retransformer. Est-ce qu'il y a un budget minimum? Parce que c'est ça la question. On pourrait même faire du Smart Building dans une pièce, hein. On pourrait implémenter tout un système domotique dans une seule pièce et la faire vivre. Il faut se dire qu'aujourd'hui, la plupart d'expériences Smart Building sont dans des ouvrages de la taille de ceux de Pascal et de Sophie. C'est des ouvrages, alors pas forcément du tertiaire d'ailleurs,
Ça peut être du tertiaire, mais pas forcément. Ça peut être aussi de l'industriel. Ça peut être aussi des équipements publics. Mais je n'ai pas pour ma part, alors peut-être qu'il faudrait que je fasse le tour de mes confrères, eu des expériences Smart Building sur des petits ouvrages. Je pense que le seuil minimal que j'ai pu percevoir, c'est les data centers, parce que les data centers ne sont pas si grands que ça, autour de 3000 mètres, et on peut implémenter de technologie Smart Building dans les data centers. Donc je dirais que pour ma part, ce que j'ai vu dans le marché, c'est autour de 3000, 2500, 3000 mètres carrés, les seuils d'entrée habituels, ce qui ne veut pas dire que c'est le seuil d'entrée officiel. Merci pour vos réponses. On va devoir clôturer le webinaire sur ces dernières réponses. On remercie tous, je remercie les intervenants d'avoir participé à ce webinaire. Comme je le reprécisais, le replay sera disponible sur la chaîne YouTube du CSTB Formation ainsi que la présentation. Donc, nous vous remercions tous. Merci d'avoir